Alors c'est une longue histoire. Les premières recherches à Yo ont débuté, première recherche fouille en 1970. Voilà. Et le site a été découvert bien avant moi par un monsieur qui s'appelait Cross et qui avait fait un superbe trou en haut du site de Yo et qui avait donc trouvé des choses, mais après tout ce qui ne l'intéressait pas, il avait jeté un peu dans la pente. Je trouvais des céramiques et je me disais, oh là il y a des choses, oh là il y a des choses, oh là il y a des choses. Au fil du temps et au fil des recherches, je me suis aperçu qu'en fait tout était concentré en haut, autour de Sant Feliu, à peu près, on va dire, dans un espace de 100 mètres, 150 mètres autour de Sant Feliu, et qu'il y avait des murs qui ceinturaient tout le site. Depuis l'origine, c'est-à-dire depuis le néolithique, mais on en reparlera. Et donc, un de ces murs s'est éboué, et forcément tout ce qu'il y avait derrière s'est descendu dans ma pente. Donc tout ce que je trouvais en bas, ça venait d'en haut. Et toutes les terrasses qu'il y a autour, avant d'arriver à ce mur d'enceinte, c'est des terrasses de culture qui ont été utilisées à toutes les époques de la vie du site de Yo. Voilà. Alors ça, c'est pour situer la découverte du site. Ensuite, on y a mené, dans le mois dès 70, oui, parce que mon premier rapport il date de 72, même avant, donc j'y ai mené des fouilles archéologiques. Et j'ai divisé le Yo, au fil des années, en 3 endroits, Yo 1, Yo 2, Yo 3. Voilà. Plus des sondages que j'avais fait à l'intérieur du site. Et c'est là donc que je me suis aperçu de l'importance du site. Donc les premières dates les plus anciennes qu'il y a, et c'est les plus anciennes de Cerdagne, au niveau des fouilles, on va dire post-glaciaires, parce qu'après on a en Cerdagne des choses beaucoup plus anciennes. C'est 6000, pas tout à fait, 5500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au néolithique, fin du néolithique ancien, début du néolithique moyen. Voilà. Et de là, depuis cette période, c'est ceux qui se sont succédés sur le site de Sant Feliu, des générations qui se sont succédées sur le site. Avec des nuances. Par exemple, au néolithique, on a des dates, puis après on a le bronze ancien, etc. etc. Mais ce qu'on ne sait pas évaluer, c'est les distances. Par exemple, si j'ai une date de 5500 avant Jésus-Christ, est-ce qu'après, au bronze moyen, combien de temps il s'est passé avant que la deuxième génération ou la deuxième occupation arrive? Est-ce que c'est une occupation permanente? J'en doute. À partir d'une certaine époque, oui. C'est-à-dire à partir du bronze ancien, on va dire, c'est-à-dire vers 2500 avant Jésus-Christ, là, on sent qu'il y a une occupation pérenne du site et toutes les couches archéologiques nous montrent bronze ancien, bronze moyen, bronze final, premier âge du fer, deuxième âge du fer, époque ibère, époque romaine, époque Moyen-Âge et le village actuel. Voilà. Donc on peut dire que en pérennité, le site il est occupé depuis 4500 ans. Yo. C'est le plus ancien village de Cerdagne, il ne faut pas se leurrer. Alors, quel intérêt ils auraient pu trouver en fait à venir s'installer à Yo, et tout particulièrement donc à Sant Feliu, en relation en fait avec la montagne et la faune ou la façon dont ils avaient de s'alimenter, et puis également aussi par rapport en fait à des extractions, par exemple comme pour le fer à d'autres époques. Oui, alors il faut aller sur le site pour comprendre. Expliquer comme ça, on ne peut pas se l'imaginer. Quand on est à Sant Feliu, d'abord on est sur ce piton, on domine toute la Cerdagne. C'est quand même quelque chose. Bon, ça a un avantage au niveau sécurité aussi. On sait très bien qu'à toutes les périodes de la préhistoire et même de l'histoire, il y a eu quand même des petits raids, je ne veux pas dire guerre, c'est un grand mot, mais des conflits entre sociétés, voilà. Donc ils étaient là-haut, ils étaient un peu protégés, ils voyaient venir de loin, c'est un avantage. Le deuxième avantage pour la vie quotidienne, c'est qu'ils étaient près des pâturages et qu'ils pouvaient amener les pâturages paître, à partir d'une certaine quantité, autour du Yo, en montagne. Après se pose le problème de l'hiver, parce que l'hiver c'est important. Donc, le village de Yo à une certaine époque, s'il est pérenne, il faut qu'il stocke de l'herbe, comme on fait maintenant. C'est-à-dire, on fauchait en montagne ou on fauchait autour, on stockait de l'herbe dans l'habitat, et l'hiver, s'il y avait beaucoup de neige, on nourrissait les animaux avec les réserves, comme on fait maintenant. Je veux dire, ça n'a pas changé, ça, c'est continu. Voilà. Mais après, au niveau climat, c'est pas le mieux, quand même. Mais quand on est en haut, quand on voit comment était,
on a imaginé comment étaient les maisons qui s'appuyaient contre une muraille, un mur, je veux dire, une muraille c'est un grand mot, mais un mur qui faisait peut-être 1 ou 2 mètres de hauteur. Les maisons ont le dos au nord, mais sont exposées plein sud. Et là, il fait très bon. Et quand on va là-haut avec une tempête du sud, c'est pas rigolo non plus. Mais enfin, c'est partout pareil en Basse-Cerdagne. Donc voilà un peu pourquoi les gens sont installés là-haut. Après, au niveau agricole, il y a tous les petites terrasses qui sont autour. Il y en a certainement de très anciennes. Et ça, il faudrait on peut les étudier. On a étudié toutes les terrasses qui sont bien au-dessus de Yo, qui sont au-dessus du mas Patiras, au-dessus du mas Patiras. On a étudié tout ça, toute cette occupation de la montagne. Et donc, c'est là-haut qu'on a trouvé, il n'y a pas si longtemps que ça, des mines de fer. Mine de fer, c'est un bien grand mot. C'est 2 extractions par le feu dans des noyaux, dans des noyaux de roches ferrugineuses, à forte densité de fer, qui se trouvent au-dessus du mas Patiras. Et là, donc, on a ces extractions, et il y a à un moment donné un plat où il y a du concassage. On a vu qu'on concassait le minerai pour le préparer à la cuisson, pour le faire fondre. Bon, mais là, on est déjà dans des époques, peut-être, on va dire, 2e âge du fer, c'est-à-dire peut-être 500, 600, 400 avant Jésus-Christ et au Moyen-Âge. Voilà. On n'a pas encore. C'est difficile à dater les mines et les extractions parce qu'on n'a pas. On n'a pas le synthème de recherche là-dessus, assez poussé pour être affirmatif. Est-ce qu'il y avait d'autres sites d'extraction du fer en Cerdagne à la même époque? Et pas beaucoup, justement, pas beaucoup. Ceux qu'on connaît qui ont duré jusqu'à après-guerre, c'est la mine de Portet, où il y a une grande exploitation de fer. Et qui est arrivée beaucoup plus tard. Et on ne sait pas, aussi on n'y a jamais travaillé au niveau de l'archéologie. Voilà. À l'époque romaine, ça devait être connu, ça, parce que c'était vraiment important. Après, l'autre jour, je suis allé faire une balade, pas plus tard que cet été, dans la vallée de Portet, qui va sur les temps du Vives et d'Aigues Vives, là, au-dessus, là, pas du Vives, oui, Aigues Vives, et en bas, c'est. Bon, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, c'est sous le Lanoux. Et là, dans la montagne, on voit des extractions minières. Donc, on voit qu'il y a des. Mais c'est peut-être récent, ça aussi. Voilà. Et après, en Basse-Cerdagne, on n'en connaît pas. Alors, au niveau de Yo, donc des fouilles qui ont duré de 1972 à 1986, sans interruption, donc il y a presque 20 ans de fouilles là-dessus. Et là, on a défini dans les chronologies, on va dire, de l'occupation de Yo, mais aussi de la Cerdagne. C'est-à-dire qu'on sait qu'en Cerdagne, voilà, depuis cette époque, il y a du monde, il y avait des agriculteurs, il y avait des éleveurs, on a trouvé d'autres sites, bien sûr, par la suite. Et on a arrêté là. Donc moi, j'ai fait un diplôme là-dessus, un diplôme avec des hautes études. Il y a une publication qui s'appelle Yo, un gros livre qui fait 180 pages. Et donc, on a laissé tomber tout ça. Et moi, après, entre-temps, j'ai fait autre chose sur la Cerdagne, et les fouilles, bien sûr. Et je m'intéressais déjà à l'art rupestre. Donc l'art rupestre Cerdagne, c'est un thème à part, importantissime, où on a 40 et quelques sites, 43 je crois exactement, qui ont donné à peu près 10 000 dessins, 10 000 gravures, qui ont fait l'objet d'une thèse de doctorat, toujours à l'école des hautes études, en sciences sociales. Et là, on explique un peu ce que c'est que ces gravures, pourquoi ils ont gravé, quelles étaient les motivations des gens, etc. etc. Et alors, c'est un peu une bande dessinée de l'époque, ces gravures rupestres, parce qu'il y a des scènes de chasse au cerf, il y a des cavaliers armés, il y a des sujets qui posent, on dirait qu'ils posent avec des armes, avec des arcs, avec des arbalètes. C'est extraordinaire. Alors, c'est justement ces sites qu'on peut trouver donc en Cerdagne font partie des grands sites français. Alors oui, là, ça c'est. Personne ne s'en était aperçu, forcément, il fallait faire le travail. Jean Abelane avait beaucoup travaillé, en Cerdagne, pas tellement, beaucoup en Capcir, sur la Pétrescrite. En Cerdagne, il y a quelques sites qu'il connaissait, moi je lui en avais signalé, mais aussi d'autres, surtout que Jean Abelane était un prêtre avant d'être civil, on va dire. Et donc il y avait beaucoup de curés qui s'intéressaient à ça à l'époque, et qui l'emmenaient sur des endroits, voilà. Parce que l'archéologie, après la guerre, c'était réservé aux curés, aux notaires, aux instituteurs, aux gens intellectuellement
en tout cas culturellement, dit plus élevé que les autres, je dis bien dit. Voilà. Et donc ça s'est développé à partir de ce moment-là. L'audition de ces gravures de Cerdagne françaises et espagnoles, puisque la Cerdagne c'est une entité entière, on peut le placer au niveau important de ces gravures au troisième rang national. Après la vallée des merveilles, c'est-à-dire le Mont Bégaud, après la forêt de Fontainebleau, où il y en a aussi beaucoup, des dizaines de mille, et après il y a la Cerdagne avec quand même 10 000 gravures, mais qui ont fait l'objet d'une étude très poussée sur les chronologies et le sens des gravures. Voilà. Et cette thèse, on peut dire, même si c'est moi qui l'ai faite, mais je suis pour rien, moi je ne fais que répéter ce qu'il y a sur le terrain. Mais le travail, comme je l'ai fait comme un archéologue. Et donc c'est une thèse qui fait référence maintenant. Voilà. Et tous les gens qui travaillent sur ces périodes avant le Christ, c'est-à-dire du 2e, 3e siècle et du Moyen-Âge, se réfèrent à ce travail parce qu'il y a une chronologie, il faut bien argumentée, on va dire. Voilà. Les gravures débutent, d'après moi, à l'époque Ibère. À l'époque Ibère, où les Ibères arrivent en Cerdagne. Les Ibères en Cerdagne, ils n'y étaient pas avant, c'était les Carétanes c'était des descendants qui descendaient directement des cultures de l'âge du bronze, de l'âge du fer, et qui étaient les habitants actuels. Les Ibères arrivent en Cerdagne, moi je le situe, à la fin du IIIe siècle, début second, dû aux guerres puniques qui se passaient en Espagne et qui ont fait qu'il y a eu des conflits entre les Romains et les Carthaginois, et que les peuples ibères, pour faire court, qui étaient sur le côté sud des Pyrénées, en bord de mer, et un peu plus à l'intérieur des terres, ont pris position soit pour les Romains, soit pour les Carthaginois. Bon, alors ceux qui ont pris parti pour les Romains, ils ont eu la partie belle. Ceux qui ont pris, puisque c'est les Romains qui ont gagné à la fin, ceux qui ont pris parti pour les Carthaginois, ils avaient des soucis à se faire. Donc les Romains, ils n'ont pas tué tout le monde, mais l'élite, ils avaient intérêt à se faire oublier pendant longtemps, parce que les Romains avaient besoin de main-d'œuvre pour travailler au territoire. Et donc ces gens, beaucoup ont dû refluer sur la Cerdagne vers la zone de montagne. Moi je dis toujours, la première retirade, c'est pas en 40 que c'est fait, c'est à cette époque. Voilà. C'est des Catalans qui sont venus se réfugier ici parce qu'ils devaient avoir aussi des contacts depuis longtemps avec les populations cerdanes. C'est des gens qui se connaissaient, ça. Voilà. Et voilà. Donc, alors voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est que les gens qui se sont enfuis de Catalogne, on va dire, parce que c'est le terme, sont venus à Cerdagne, et qui c'était des lettrés, parce qu'ils apportaient avec eux, moi je les ai découverts avec les écritures ibères. Les écritures ibères, qui savaient écrire à l'époque? Il ne devait pas y avoir beaucoup de monde. Quelques commerçants, quelques religieux peut-être, quelques chefs, quelques bourgeois, on va dire, si ça existait, si on peut employer ce terme. La population, elle, on ne trouve pas beaucoup de graffitis ibères. Je ne sais pas combien il y en a dans le monde ibère connu. Je vais dire une bêtise, hein, mais 3 ou 4 000, pas plus. 5 000 peut-être, 5 000 lettres. En Cerdagne, il y en a 1500. C'est quand même quelque chose. Donc. Et ils ont beaucoup écrit sur les rochers. Alors on sait maintenant en gros ce que c'est. Il y a beaucoup c'est des rochers qui ont un sens cultuel et culturel aussi, mais plutôt culte. Voilà. On sait qu'il y a beaucoup de noms on a trouvé quelques noms de divinités dans des textes qui sont assez éloignés les uns des autres. Donc il y a certains rochers qui étaient à vocation cultuelle. Et les gens allaient là écrire des prières ou des demandes au lieu de l'époque. D'accord. Que je ne connais pas, celui d'aujourd'hui d'ailleurs. Pour finir, selon toi, quelle est l'interaction qu'il y a entre les recherches archéologiques et le tourisme et comment bien le gérer? Alors le tourisme, c'est un fait économique important, on ne peut pas le nier. Le département des Pyrénées-Orientales tire un grand profit, et la Cerdagne aussi depuis quelques années. Il ne faut pas croire que ça a toujours existé. Hein. Le tourisme, après la guerre, c'était les gens de Perpignan qui venaient à Font-Romeu et qui avaient de la famille en Cerdagne et qui venaient passer les vacances en Cerdagne, et les enfants surtout, dont je fais partie. J'ai passé toute une grande partie de ma jeunesse, de mon enfance, je veux dire, en Cerdagne, parce que j'avais de la famille en Cerdagne. Et donc, si on veut faire un tourisme de qualité en Cerdagne, il faut savoir.
tourisme de qualité, ça veut rien dire. Parce que moi, quand je dis on entend tourisme de qualité, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont droit à un tourisme de qualité, qui c'est? Les enseignants, les notaires, les bourgeois, les gens qui ont de l'argent, et les ouvriers, ceux qui travaillent, ceux qui les font vivre, ceux qui leur font gagner la vie tous les jours, ils n'ont pas droit à la culture. Ils n'ont pas droit à un tourisme de qualité. Un tourisme de qualité, c'est un tourisme qui respecte tout le monde. Donc il peut y avoir un tourisme sélectif, c'est-à-dire si on veut se payer un bel hôtel, eh bien, on se paie un hôtel à 100 € la chambre, ou sinon on va dans des gîtes ruraux ou dans des hôtels beaucoup moins chers, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'hôtels en Cerdagne, et on paiera beaucoup moins cher. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce qu'on donne à ces gens? Qu'est-ce qu'on donne à ces tourismes? À part le bon air, c'est déjà pas mal. À part les églises romanes qui sont fermées tout le temps et qui sont visitées régulièrement par Jean-Louis Blanchon, mais qui le fait par étapes, donc ça limite. Mais il y a des gens qui se déplacent quand même, parce qu'il faut voir ce que ça draine, donc ça prouve qu'il y a une clientèle déjà. Voilà. Après on a fait le musée de Cerdagne, 3000 entrées l'année dernière, que ça veut dire? Ou c'est mal expliqué, ou c'est mal, il y a une mauvaise promotion, ou les gens ça ne les intéresse pas. Je veux dire, il ne faut pas chercher, il ne faut pas dire non, c'est la faute des gens, c'est la faute... Moi, à mon avis, si on faisait un peu plus de promotion, je n'étais pas intelligente, parce que ça voudrait dire que les gens sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes, les Sardanes, je peux vous le dire. Mais ça veut dire qu'il faudrait y mettre un peu plus de moyens, peut-être. Voilà. Et prendre ce patrimoine. Les gens, ils viennent chercher l'authenticité dans ces campagnes. Quand ils vont voir un musée, ils se régalent. Ils voient les choses anciennes, la vie ancienne, tout ça. Bon, vous me direz, on me voit partout. Oui, mais en Cerdagne, c'est la Cerdagne. Ce qui se passe, moi, en Corrèze, ça m'est complètement égal. Ça ne m'intéresse pas. En fait, ça ne m'intéresse pas. Au niveau de mon pays, moi, ce que je veux développer ici, quand j'ai fait le musée de Cerdagne, c'était pour les Cerdans et puis pour les touristes qui viennent voir ce qui existe. Voilà. Donc, le tourisme de qualité, c'est aussi respecter l'environnement. Et l'environnement, est-ce qu'il se respecte, hein? Bon, je veux le dire franchement, vous allez en Espagne, tous les villages espagnols qui avaient du caractère, qui étaient magnifiques, bon, ils sont détruits. Ils sont détruits. Et on a construit à côté des belles maisons bien carrées, tout en pierre, tout est nickel. La pelouse, on dirait que les moutons ils sont passés le matin. C'est impeccable. Il n'y a rien, il n'y a pas un poil qui dépasse. Mais c'est pas la Cerdagne, ça. La Cerdagne, elle va voir dans un village comme Yo, comme Haine, comme Beaucaire, où autour, il y a des choses, sa vie, c'est pas propre comme il faudrait, mais propre, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a une vache qui a fait son petit besoin là, c'est pas ça, etc. etc. Une chose que je voudrais dire aussi très importante au niveau du tourisme, l'agriculture. Le jour où en Cerdagne, il n'y a plus d'agriculture, où on tue l'agriculture comme on est en train de le faire, la Cerdagne, je le dis, comme je l'ai déjà dit, ça deviendra un dépotoir, ça ne deviendra rien du tout, ça ne sera plus intéressant. Je ne veux pas dire une merde parce que je l'ai déjà dit, mais ça deviendra ça. C'est-à-dire que c'est eux qui entretiennent le paysage, c'est eux qui... Vous mettez à la fenêtre où vous êtes, alors qu'est-ce que vous voyez? Un paysage magnifique, un paysage ouvert, des prés tondus, enfin des prés fauchés, pas tondus, des champs moissonnés, et voilà. Pâturés, il y a des vaches, il y a des animaux. Encore maintenant, on est dans la saison où elles sont en montagne, mais l'hiver, il y en a beaucoup. C'est ça la vie de la Cerdagne. Et moi, quand je suis touriste dans un autre pays, c'est ça que je vais rechercher. Voilà. Et s'il y a un musée, je vais le visiter. Voilà. Et puis je vais voir les gens aussi. Je vais discuter avec les gens. Ben, je crois que ça sera le mot de la fin. Merci. Bon, voilà. Merci Pierre. Un plaisir.